C'est un travail qui est issu de ma thèse en cours, qui porte sur donc la contraception masculine dans une perspective comparative entre la France et l'Angleterre, et ce sera aussi l'objet de cette communication, de comparer les deux pays. Alors, je vais commencer avec quelques mots sur le contexte d'abord. On est dans un contexte de médicalisation de la contraception, depuis l'arrivée des méthodes médicales sur le marché de la contraception, et leur prise en charge par les systèmes de santé. Et ce phénomène de médicalisation, il a eu comme parallèle un phénomène de féminisation de la contraception, puisqu'on est passé d'une domination de méthodes que je qualifie de collaboratives, mais qui en gros sont gérées par les deux partenaires, comme le retrait ou l'abstinence périodique, à une domination de méthodes féminines médicales, donc la pilule et le dispositif intra-utérin pour les plus connus. Donc ce qu'il est intéressant de constater par rapport à ce phénomène de féminisation, c'est qu'il n'a pas eu lieu dans les mêmes proportions dans tous les pays, et notamment en Europe. Donc pour les deux pays qui nous intéressent, la France et l'Angleterre, on voit ici dans les statistiques d'utilisation que les méthodes contraceptives masculines disponibles sont beaucoup plus utilisées en Angleterre. Et donc que finalement cette féminisation, cette prise en charge féminine de la contraception, elle est plus modérée en Angleterre qu'en France. Et c'est donc le constat de cette différence-là que j'ai voulu interroger, à travers notamment la prise en compte de la contraception comme pratique sociale, c'est-à-dire comme le choix contraceptif comme étant le choix d'individus qui ont une socialisation qui leur est propre en ce qui concerne la contraception, la sexualité, etc. Des individus qui sont situés dans des rapports sociaux qui leur sont spécifiques aussi, et notamment en termes de genre, mais dans le cadre d'une médicalisation de la contraception, prendre aussi en compte le rôle de l'institution médicale et des prescripteurs. Puisque dans ce contexte-là médicalisé, la plupart des contraceptions on ne peut y avoir accès qu'à l'issue d'une consultation médicale. Consultation médicale qui est donc une interaction entre des médecins qui sont détenteurs du savoir, du pouvoir médical, qui sont face à des usagers en demande de contraception. Et donc, dans ce contexte de médicalisation, ce sont les médecins qui sont considérés comme experts dans le domaine de la contraception et qui contribuent par leur pratique et leur représentation à délimiter le champ des possibles, du souhaitable, et donc potentiellement à structurer les usages contraceptifs de manière plus ou moins genrée. Si on s'intéresse aux pratiques et aux représentations des prescripteurs, il faut aussi s'intéresser à leur cadre d'exercice, notamment dans le cadre d'une comparaison internationale, puisque les dispositions législatives, institutionnelles, etc. des systèmes de soins vont évidemment aussi encadrer les possibles pour les praticiens et pour les usagers. Donc la question de recherche qui anime cette présentation, c'est qu'est-ce qui, dans les pratiques, représentations et dans le cadre d'exercice des prescripteurs, concourt à cette féminisation variable, cette féminisation différenciée selon les pays, des usages contraceptifs. Donc en termes de méthode, je me fonde sur des entretiens qui ont été réalisés dans les deux pays avec les prescripteurs. Pour la France, il s'agit des gynécologues et des médecins généralistes. Pour l'Angleterre, il s'agit de consultants en santé sexuelle et reproductive, qui sont des spécialistes un peu équivalents de nos gynécologues médicaux, de médecins généralistes et d'infirmiers infirmières, puisqu'ils sont habilités à prescrire dans ce pays-là. Et il y a également toute une analyse historique et institutionnelle pour essayer de caractériser les systèmes de santé dans lesquels ces pratiques prennent place. Donc, je vais commencer par évoquer les représentations professionnelles de la contraception en ce qui concerne le genre de la responsabilité contraceptive, et puis ensuite on ira voir du côté des pratiques, notamment en termes de recommandations des méthodes masculines qui sont disponibles, et voir si ces représentations ont un impact ou pas sur ces recommandations. Alors en termes de représentation de la contraception, il y a un constat qui est partagé par les prescripteurs des deux pays, c'est que la responsabilité contraceptive est majoritairement portée par les femmes, que c'est une problématique qui est majoritairement féminine. Ça fait référence à deux éléments, en tout cas dans les discours des prescripteurs. C'est tout simplement le fait déjà que l'offre technique est limitée pour les hommes. On l'a vu, il y a 3 méthodes masculines, dont seulement 2 sont considérées par les médecins, le préservatif et la vasectomie. Ils excluent quasiment complètement le retrait. Et donc ces deux méthodes-là, le préservatif et la vasectomie, sont aux deux extrémités du spectre en matière contraceptive. D'un côté une méthode mécanique, de l'autre une méthode définitive. Donc il n'y a pas vraiment d'équivalent à toute l'offre technique qui est disponible pour les femmes. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les femmes sont plus directement concernées par les conséquences de la sexualité, physiquement à travers la grossesse et donc avortement ou accouchement en fonction des décisions, et puis aussi socialement, puisqu'elles sont encore aujourd'hui beaucoup plus mobilisées par l'éducation et les soins d'enfants que les hommes. Donc ça, c'est tout ce qui est un constat partagé par l'ensemble des prescripteurs. Par contre, il y a des tendances nationales différentes qui se dessinent quand on évoque plus précisément la question de l'implication des hommes et la question d'une possible prise en charge de la responsabilité contraceptive par les hommes. Alors en France, on a 2 attitudes qui se dessinent, 2 groupes de prescripteurs, à peu près moitié-moitié. Le premier groupe que j'ai appelé les agnostiques, dans lequel se trouvent la plupart des praticiens les plus jeunes, qui donc font ce constat d'une culture contraceptive genrée, probablement difficile à modifier, mais qui ne se prononcent pas définitivement sur le fait que ce soit possible ou pas de confier la responsabilité contraceptive à des hommes. Ils ne savent pas, ils attendent de voir, d'où leur nom.
Mais en tout cas, ils n'ont pas de certitude sur la question, ce qui les distingue du deuxième groupe de praticiens qui, eux, concluent à l'impossibilité naturelle de confier la responsabilité contraceptive aux hommes. Pourquoi? Parce que cette compétence contraceptive serait fondée dans la gestation. Donc, c'est une essentialisation de la compétence contraceptive. Les femmes, puisqu'elles ont cette compétence gestative, seraient naturellement intéressées, responsables, etc. Alors que les hommes, du fait de leur incapacité gestative, sont inintéressés, absents et même peu fiables. On ne peut pas leur confier cette responsabilité-là. Donc, je vous ai mis quelques citations illustratives de cette essentialisation de la compétence contraceptive. On a un gynécologue obstétricien qui nous dit: s'il y a une différence de gestation, c'est que la nature a voulu que la femme, c'est elle qui prend la part prépondérante et de la gestation et de ce qu'il y a avant la gestation. Dans ce cadre-là, ça veut dire la contraception. Et puis sur l'indifférence naturelle des hommes, une autre citation: de toute façon, c'est toujours les femmes qui feront les gosses, c'est elles qui les portent, alors de toute façon, quand dans un jeune couple, la femme est enceinte, le garçon, ils ne se sont pas forcément concernés. Ah, elle avait qu'à prendre sa pilule. Donc voilà, c'est une partie des représentations auxquelles on a accès en France. En Angleterre, on a aussi deux attitudes qui se dessinent, deux groupes à peu près aussi également moitié-moitié là, dans ce cas-là. Le premier groupe est assez proche des diagnostics en termes de représentation. Il voit aussi cette responsabilité contraceptive genrée. Il pense que c'est une culture contraceptive qui va être assez difficile potentiellement à modifier. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'ils sont dans une approche qu'on pourrait qualifier de constructiviste, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup référence à la société veut que, la société attend des femmes que, et pas du tout de référence à la question gestative en tant que compétence. Il n'y a pas de naturalisation à ce niveau-là. L'autre groupe, qui là par contre se distingue vraiment de ce qui se passe en France, c'est un groupe qui est caractérisé par une approche assez pragmatique du sujet. Donc, pragmatique, pourquoi? Parce qu'ils montent très peu en généralité, ils parlent des personnes qu'ils ont rencontrées, etc. Et puis donc ils ont pour certains le constat d'hommes qui sont déjà impliqués via l'utilisation de méthodes masculines existantes, le préservatif et la vasectomie. Et ils me parlent également de stratégies à déployer, donc soit qu'ils déploient déjà, soit qu'il faudrait généraliser, pour favoriser l'implication des hommes ou l'emploi des méthodes masculines. Donc là, à titre d'exemple, c'est un infirmier de 40 ans qui travaille dans un secteur socialement et économiquement défavorisé de Londres, et qui voit dans un centre de santé sexuelle et reproductive, donc il voit des hommes notamment qui viennent chercher des préservatifs qui sont en accès libre là-bas. Et donc lui, il profite de cette rencontre avec les hommes pour déployer une stratégie de responsabilisation. Donc il me dit: beaucoup d'hommes viennent pour avoir des préservatifs, et quand je prends leurs antécédents, particulièrement avec les jeunes mecs du coin, ils ont eu des rapports sans préservatif avec des partenaires occasionnels, je leur dis: elle utilise quoi comme contraception? Je sais pas. Tu lui as demandé? Non. Ok, tu auras l'air chouette comme papa, tu crois pas? Ils sont là, qu'est-ce que tu veux dire? Et moi je leur dis: réfléchis-y, tu viens de coucher avec quelqu'un, tu as éjaculé, tu ne lui as rien demandé sur sa contraception, elle ne t'a pas demandé de mettre un préservatif, tu ne sais pas si elle peut tomber enceinte. Il y a des choses intéressantes à dire sur les rôles là, de qui devrait se charger de quoi, mais en tout cas, ils profitent de cette interaction pour voilà, avoir un discours sur les grossesses qu'on peut induire et les responsabilités de chacun dans l'interaction sexuelle. Donc finalement, pour résumer sur les représentations des praticiens, on a un ensemble quand même assez commun entre la France et l'Angleterre de positions, de ce constat d'une culture contraceptive genrée, mais ce qui distingue les deux pays, c'est des tendances aux deux extrémités du spectre, donc une tendance essentialiste qui émerge en France et qui n'a pas d'équivalent en Angleterre, et une tendance pragmatique en Angleterre qui n'a pas d'équivalent en France. Et cette différenciation dans la tendance se retrouve quand on évoque plus spécifiquement la potentialité d'une pilule masculine, avec les praticiens, où là effectivement en France on va être où les praticiens vont considérer que c'est extrêmement hypothétique comme potentialité, et notamment parce que les hommes refuseraient de prendre quelque chose qui pourrait avoir un impact sur leur virilité, donc il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'essentialisation du rapport à la sexualité des hommes, alors qu'en Angleterre, sans considérer que ce serait quelque chose qui s'insérerait de manière extrêmement facile dans les pratiques existantes, on s'intéresse beaucoup plus directement à des considérations pratiques. Qu'est-ce qu'il faudrait comme mode d'administration, qu'est-ce qu'il faudrait, à quel genre de relation ça peut correspondre, qu'est-ce qu'il faudrait comme campagne marketing et éducationnelle pour faire en sorte que cette méthode soit utilisée. Donc voilà, pour les représentations, un socle commun avec des tendances un peu différentes dans chaque pays. Et maintenant, voyons ce que ça donne au niveau des pratiques de recommandation. Donc, dans quelle mesure les méthodes masculines vont être ou pas recommandées par les praticiens dans les deux pays. Alors en France, le constat rapide et immédiat, c'est que les méthodes masculines sont peu recommandées. La vasectomie est quasiment exclue par tous les praticiens, il n'y en a que 3 qui en parlent, et encore c'est selon les situations. Et le préservatif est considéré comme une contraception par seulement la moitié des praticiens, en l'occurrence souvent les agnostiques. Alors il y a quand même quelques éléments de contexte qu'il faut préciser pour comprendre un petit peu ça. C'est d'abord le fait que la France est un pays de tradition nataliste, ce qui se sent notamment dans la façon dont la stérilisation est abordée, notamment sur le plan législatif, puisque les deux méthodes de stérilisation féminine et masculine
ne bénéficie d'un cadre législatif clair que depuis 2001. Avant ça, c'était pas interdit, mais c'était notamment considéré par le Conseil de l'ordre des médecins comme une mutilation génitale. Donc ça fait assez peu de temps que c'est encadré et que ça fait partie du panel des méthodes disponibles, alors qu'en Angleterre, ça fait depuis les années 60. Donc là, c'est aussi à prendre en compte pour la recommandation de la vasectomie. Et l'autre élément institutionnel important, c'est qu'en France, on a un système de paiement à l'acte, donc toutes les consultations font l'objet d'une rétribution pour les médecins. Et la vasectomie comme le préservatif ne sont pas vraiment favorisés par ce système-là, puisque comparé à une pilule où il faut revenir régulièrement pour avoir une ordonnance, un renouvellement d'ordonnance, la vasectomie, bon, c'est définitif, et le préservatif n'est pas sous prescription. Donc c'est des éléments à prendre en compte qui ne sont évidemment pas évoqués par les praticiens eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie des praticiens, et notamment les essentialistes, qui vont justifier l'exclusion de ces méthodes avec des arguments de genre, et notamment avec les représentations que j'évoquais précédemment. Donc il va y avoir l'argument de l'absence des hommes, que le préservatif, comme la vasectomie, ne peuvent pas être proposés tant que l'homme n'est pas présent dans le cadre de la consultation. Donc on pourrait revenir dans la discussion, mais c'est intéressant dans le cadre français où les parcours contraceptifs sont particulièrement balisés de manière genrée. Voilà, il y a l'argument de l'absence, l'argument de la fiabilité aussi. Une gynécologue qui me dit, vous rencontrez quelqu'un, il vous dit j'ai fait une vasectomie machin, bon bah d'accord, mais comment vous vérifiez, vous le croyez sur parole, il va vous montrer son spermogramme, enfin je veux dire ça tient pas la route. Donc voilà, l'idée que le manque de fiabilité des hommes, leur incompétence en contraceptive naturelle, justifie le fait de ne pas proposer ces méthodes-là dans le cadre des consultations. En Angleterre, le contexte est très différent. Alors, comme en France, il existe des préconisations sanitaires officielles, comme en France, ce qu'elle stipule, c'est qu'il faut proposer un choix contraceptif le plus large possible pour garantir l'efficacité et l'adéquation entre les méthodes choisies et le mode de vie des usagers. Mais la différence avec la France, c'est que l'application de ces préconisations est très contrôlée en Angleterre. Alors c'est d'abord favorisé par le fait que les médecins anglais ont une posture d'employés. Ils sont soit employés par les services dans lesquels ils travaillent, soit ils sont sous contrat avec les autorités sanitaires locales qui les rémunèrent. Parce que c'est une rémunération forfaitaire, c'est pas du tout les patients qui les payent, c'est ces autorités sanitaires-là. Donc ont un droit de regard sur ce qu'ils font. Il y a tout un système de saisie informatique pour contrôler ce qu'ils font en termes de prescription, mais aussi en termes de recommandations et de conseils. Et ça, c'est renforcé notamment depuis 2009, où la contraception a été intégrée au dispositif d'Equality and Outcomes Framework, qui est un dispositif où, sur une dizaine de thématiques de santé publique, l'application des préconisations officielles augmente la rétribution des médecins, qui vont être mieux payés s'ils respectent les recommandations. Et depuis 2009, les préconisations, pardon, et depuis 2009, la contraception en fait partie. Donc il y a vraiment un encadrement qui est beaucoup plus fort au niveau des pratiques de recommandation, et ça se traduit notamment par l'utilisation systématique de supports documentaires. Absolument tous les enquêtés que j'ai rencontrés utilisent des supports documentaires dont le contenu est équivalent. C'est des dépliants qui vont déplier devant les usagers et ils vont passer en revue toutes les méthodes qui existent avec leurs avantages, leurs inconvénients, etc. La vasectomie et le préservatif en font partie parce qu'il s'agit de proposer donc un panel le plus large possible. Et donc c'est le protocole qui vient encadrer de manière très forte les recommandations contraceptives et qui du coup laisse un peu moins de place aux représentations des prescripteurs. Donc je vous ai mis l'exemple de BE qui est consultante en santé sexuelle et reproductive. Elle fait partie des praticiens qui pensent que c'est compliqué de confier la responsabilité contraceptive aux hommes, notamment à cause des conséquences plus fortes pour les femmes de la sexualité. Donc elle dit je voudrais être en charge de ma propre fécondité, ne pas me reposer sur quelqu'un d'autre pour quelque chose d'aussi important. En fin de citation, si c'était lui qui tombait enceint ou pas, je m'en ficherais un peu, mais en réalité c'est ma grossesse, mon avortement, mon accouchement. Donc elle a cette représentation-là genrée de la responsabilité contraceptive. Par contre, dans ses pratiques de recommandation, je lui demande si elle parle de vasectomie, elle me dit oui, c'est sur mon dépliant. Est-ce qu'il arrive que vous en parliez aux femmes? Oui, quand on parle de stérilisation, à côté de la féminine, il y a la masculine, c'est l'autre méthode. Elle a du mal à comprendre mes questions parce que finalement, elle s'en tient vraiment au protocole, elle décline toutes les méthodes qui existent et le fait qu'elle pense que la responsabilité contraceptive devrait rester féminine n'a pas d'impact sur ses pratiques de recommandation. Donc en conclusion, on voit qu'il y a donc cet ensemble de représentations communs où c'est une responsabilité contraceptive qui appartient aux femmes. La différence entre les deux pays, ça va tenir au fait que les représentations sont peu mobilisées quand il y a un encadrement institutionnel et un protocole clair. Elles sont plus mobilisées en l'absence d'encadrement institutionnel, comme en France. Ce qui est intéressant, c'est que les dispositifs de santé publique qui existent en Angleterre, ils n'ont pas été pensés en termes de genre. Ils n'ont pas été pensés pour favoriser l'utilisation des méthodes masculines, mais ils ont des conséquences en termes de genre, puisqu'elles sont systématiquement proposées à tous les usagers, hommes ou femmes. Et donc c'est ce qui me pousse à vouloir interroger cette réalité-là en termes de la dynamique des inégalités de genre, notamment parce qu'on voit que de recomposition des inégalités dans des contextes institutionnels changeants, etc. Puisqu'on voit en fait dans les représentations qu'il y a quand même une attitude anglaise qui est un peu plus pragmatique, un peu plus ouverte à une potentielle responsabilité masculine. Et donc la question que j'avais envie de poser avant de m'en aller, c'est
est-ce que ce ne serait pas ces dispositifs de santé qui encadrent les pratiques de recommandation qui vont avoir un impact sur aussi les représentations des praticiens et laisser une plus grande place à une potentielle implication masculine? Merci beaucoup.